Hello les amis, la vidéo qui va suivre étant particulièrement longue, je vous invite à la mettre en tâche de fond et à l'écouter à la manière d'un podcast. Évidemment, si vous souhaitez regarder la vidéo, vous pourrez également, car vous nous verrez parler à la caméra et j'ai également incrusté des images de la course. Cela dit, ces images sont limitées et la majorité de la vidéo se fait face caméra. C'est la raison pour laquelle, si vous souhaitez l'écouter en tâche de fond, c'est un format qui s'y prête très bien. En espérant que ce format vous plaira, les amis, que vous apprendrez des choses, que ça vous donnera envie d'aller à l'ultra du pas du diable, qui est pour nous un grand coup de cœur. Je vous laisse avec la vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao. Hello les amis, nous sommes à J+4 de l'Ultra du Pas du Diable et voici notre débriefing. Les Carole, s'il te plaît, la fiche de sujet. Nous avons des sujets les amis pour vous. Alors, la course. La course, extrêmement simple comme sujet. On ferait pas cette vidéo si on ne devait pas vous parler de la course, n'est-ce pas? Alors, en ce qui me concerne, je commence par moi vu que j'ai la parole, n'est-ce pas? Merci. Donc, en ce qui me concerne, les amis, j'avais de l'appréhension sur ma forme physique. Et il s'est avéré au cours de cette course qu'au final, j'avais peut-être cette appréhension parce que les mauvais souvenirs de l'UTMB refaisaient surface. Mais au final, bien que j'appréhendais encore, même après le départ de la course, même pendant, j'avais peur au moindre petit pépin, dès qu'il y avait une petite douleur, dès qu'il y avait un petit bâillement, un petit peu de sommeil, j'avais peur à chaque fois, il se trouvait que mon corps répondait bien. Donc ça, c'était quand même une agréable surprise. J'envoyais pas les bons messages mentaux à mon corps, mais pourtant ça répondait quand même. Alors du coup, j'ai essayé de me redresser au fil de la course, et plus ça allait, plus j'étais à l'aise, et plus je prenais confiance. Donc, au final, physiquement, en ce qui me concerne, ça s'est vraiment très bien passé, et c'était une très très bonne surprise. Vraiment content de voir que mon corps a très bien résisté à quelque chose d'aussi long. Voilà, donc de ce côté, moi j'ai fait le tour. Alors, ce qui me concerne, moi j'appréhendais un petit peu par rapport à mes petites gênes à ma cuisse et à mon genou. Et finalement, du fait qu'on courait très peu, j'ai pas du tout été handicapée, gênée. Et finalement, ça s'est globalement très bien passé, mis à part la fin de la course, on vous expliquera ce qui s'est passé. Donc très bon ressenti global et ça je m'attendais en fait parce que sur la dernière vidéo je partais plutôt confiante comme d'habitude en fait. C'est vrai, un point essentiel je pense à souligner, comme dit Carole, on a couru assez peu au final. Comment on explique ça? C'est pas que le dénivelé. Je pense qu'on s'économisait comme c'était un 120 km, en plus il y a les sacs donc c'est pas tellement facile de courir, le terrain était technique. C'est vrai. Ouais, moi je trouve qu'on a couru quand même pas trop mal dès que c'était possible. Ouais, après il est vrai que dès que ça descend complètement, nous on ne sait plus vraiment courir, on manque de technique. Et dès que ça monte énormément, on ne peut pas courir non plus puisqu'on s'économise à ce niveau-là. Donc en fait, trop pentu vers le haut, trop pentu vers le bas égale on ne court pas. Et lorsque c'était plutôt plat, là on trottinait gentiment. Ouais. Donc oui, effectivement, pas énormément de courses puisque c'était assez rarement plat. Voilà, donc, mais ça, du coup, ça a été un mal pour un bien puisque ça nous a permis de durer en fait dans l'effort. Exactement. On a fait le tour. Voilà. Oui. Alors, au niveau de l'organisation. Attends, du coup, il faut qu'on raconte la fin de la course avant. On raconte la fin? Bah oui, parce que les amis, vous le savez, n'est-ce pas? Nous n'avons pas terminé en fait. Donc c'est bien beau de dire, bah oui, non mais ça s'est très bien passé physiquement, c'était mortel, mais en fait si on finit pas, il y a bien quelque chose à vous dire. Non, alors du coup, la fin de la course, c'était, là encore en ce qui me concerne, c'était une des fins de course les plus improbables possibles. Alors, on a su a posteriori que le département était en alerte orange tempête. Voilà. Nous, on a mis fin à la course à 110 bornes sur 120 et à 6300 D+, sur 6005 annoncés. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis fin à la course 10 bornes avant et 200 mètres de D+, avant d'avoir terminé. Donc, moi-même, j'étais capable avant cette course de dire de ne pas pouvoir expliquer pourquoi quelqu'un pourrait faire autant et s'arrêter si peu avant la fin. Moi-même, j'étais le premier. Et là, vous allez vous le dire, je vous connais. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Quelle raison vous a poussé à arrêter 10 bornes avant la fin? Bah écoutez, moi aussi, je me posais cette question, mais cette raison-là, moi, je l'ai découverte. C'était... Est-ce que tu veux le dire? Oui, d'accord. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. De toute façon, on a chacun une raison. C'est à partir du 100e kilomètre déjà qu'il a commencé à pleuvoir. C'est ça, à partir du 100e. Dans ces eaux-là. Donc la pluie commençait à tomber une fois la nuit venue. Donc on ajoute donc la fatigue causée par la nuit, le froid,
la pluie se faisait de plus en plus forte, jusqu'à devenir insupportable aux environs du 107e kilomètre. Je me souviens pas avoir vécu un truc pareil, quoi. C'était très 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 douloureux. On avait donc de la tempête mêlée à de la pluie qui fouettait sur le visage. La pluie rentrait dans nos vêtements, donc on était trempés. Je pleurais vraiment de douleur, tellement c'était dur physiquement, mentalement. Et tu continues? Je vais mettre quelques images, les amis, que vous puissiez voir, parce que j'ai quand même eu l'occasion de prendre quelques images de ces moments-là. C'était vraiment impressionnant. On a vraiment l'impression de se trouver dans une nature qui a envie de s'exprimer pleinement, en fait, de reprendre ses droits en quelque sorte. Et là, du coup, on se retrouve quelque part au milieu de nulle part, trempé, sans aucune échappatoire, sans aucun abri, sans aucun refuge. C'est quand même quelque chose de très, très dur à vivre en quelque sorte. Et donc, trempé, l'hypothermie qui nous guettait, mais vraiment à chaque instant. Donc c'était quand même quelque chose de super dur. Et moi je voyais Carole aussi qui était vraiment en grosse difficulté, et ça me touchait énormément. Après ce passage où les intempéries ont été extrêmement fortes, quand on était sur des plateaux, vers la fin. Pas du tout abrité donc. Pas du tout abrité. Là, il y a eu le déclencheur qui a fait qu'on s'est dit, non, on arrête là. C'était un passage, donc comme vous le savez les amis, c'était très pentu comme ça ou comme ça, hein, vers le haut, vers le bas. Mais du coup, ce qu'on s'est dit pendant cette course, c'est, vu le profil technique, si jamais il pleut sur ça, mais comment est-ce qu'on est capable d'avancer? Du coup, par chance, il a plu qu'à la fin. Mais effectivement, une fois qu'il a plu, mais c'était tellement impossible d'avancer sans danger que du coup, il y avait du toboggan de boue partout. Dont un en particulier, qui je crois a été repéré par la grosse majorité des coureurs, dont les coureurs du 30 km, en particulier les coureurs du 30 km, qui ont démarré la course sous la pluie et qui ont fait la fin de course qu'on avait en commun sur le 120. Et donc les coureurs du 30 km se sont retrouvés sur ce passage qui est un toboggan de boue d'une quinzaine de mètres, je dirais, quelque chose comme ça, avec une corde. Une corde pas vraiment attachée, je crois. Une corde qui n'était pas nouée. Elle était nouée en haut sur un arbre, mais ah pas oui, mais nouée en bas. Il n'y avait pas des nœuds intermédiaires pour bloquer. Non, voilà, les pas de nœuds poignées, intermédiaires pour les mains, pour ne pas glisser. Pas de nœuds intermédiaires pour les pieds aussi. Donc du coup, on se retrouve sur une corde attachée à un arbre en haut, pas nouée en bas, donc pas attachée en bas, et surtout pas de nœuds intermédiaires, comme dit Carole. Donc le truc, c'est vraiment facile de glisser, d'avoir les mains qui glissent sur la corde, de se brûler les mains, et surtout de rentrer d'aller se finir le toboggan dans un ravin sans aucun contrôle, quoi. Et ça, du coup, bah, toi, t'as fait un petit blocage là-dessus. Ah ouais, j'ai fait un blocage. On a dû mettre 3/4 d'heure pour descendre cette côte. On a cherché des moyens pour trouver un chemin intermédiaire, mais sans succès. Donc il a fallu se résigner à descendre à l'aide de cette corde. Et alors, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée pour descendre la corde, mais une fois arrivée en bas, j'étais frigorifiée. J'avais envie limite de rester là, d'attendre. Peu importe le nombre d'heures, mais attendre que ça se termine, attendre qu'il arrête de pleuvoir, j'en avais marre, c'était un cauchemar. Vraiment, je me suis vraiment dit pour la première fois, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est horrible ce qui m'arrive. C'était la première fois? Bah, je crois, ouais. Tout le temps, ça. Non, mais ça peut m'arriver, mais des degrés bien moindres. Là, c'était vraiment très très fort, quoi. C'était très très fort. Non, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va... Il peut m'arriver quelque chose de grave, quoi. Ouais. C'est aussi comme ça que je l'ai ressenti, les amis. C'est ça l'explication qui fait qu'on s'arrête juste avant la fin. C'est quand on a atteint un seuil mental où on se dit putain, là on n'est plus en train de faire du trail. Là on est en train de risquer nos lives. Et c'est là où ça peut paraître gros comme terme, mais je peux vous assurer, les amis, que moi, en haut de la côte, avec la corde là, que malheureusement j'ai pas d'image parce que franchement j'avais autre chose à penser que prendre des images à ce moment-là. J'ai Carole en haut d'un ravin, à côté d'un sapin, sur une pente comme ça, à côté de la corde, frigorifiée, qui tremble et qui me dit Emir, donne-moi une couverture de survie. Mais sérieusement, pour la première fois, c'est la première fois quand est-ce qu'on utilise cette couverture de survie, sérieusement? Jamais de la vie. Et là, pour la première fois, même pas sur un ravito, il était question de cette couverture de survie. C'est pour moi, je me suis dit, merde, là on est en train de... Si on reste sur place, on va se les geler. Carole, elle est bloquée en haut d'une côte, on ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas avancer.
Au final, heureusement qu'elle a réussi à se débloquer, mentalement pour descendre cette corde. Mais moi, j'étais dans une situation mais vraiment d'inquiétude. Il faut vraiment qu'on sorte de là, quoi. Il faut qu'on sorte de là et là, il y a un danger. C'était le signal danger. Du coup, au final, on s'en sort. Très bien, heureusement. On arrive au ravito d'après. On leur dit attendez, est-ce que ça continue comme ça, oui ou non? Parce que si ça continue comme ça, c'est pas la peine, on revit pas ça. On n'est pas là pour tomber dans un ravin ou pour aller s'arracher une jambe dans une racine ou se faire sérieusement mal, quoi. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu à pas finir? Peu importe ce qu'il y a comme enjeu à pas finir, mais ça vaut sûrement pas le fait d'aller risquer de s'éclater. Surtout après un passage mental aussi intense que celui qu'on a vécu là. C'était vraiment quelque chose. Tellement intense que en fait, là, on se pose même plus la question s'il faut arrêter ou pas arrêter, en fait. C'est évident, en fait. Non, ça, c'est stop. Et ça refroidit vraiment de vivre un truc pareil. Clairement, c'est là où tu te dis, oui, il y a des limites dans ce sport. Ouais, et que c'est pas un sport sans danger, hein, le trail. C'est pas un sport sans danger, ouais. Pour le coup, ouais. Quand la nature commence à décider qu'elle a des droits et qu'elle est capable de les reprendre, là c'est pas sans danger. Les pros du trail, les premiers, etc., bon, ils y allaient en mode toboggan, c'est des casse-coups, en mode j'en ai rien à foutre. Ils étaient frais de toute façon aussi. Ils étaient frais, ceux du 30, mais même je pense sur le 120, t'as des gens, ils ont pas peur de grand chose. Tant mieux pour eux. Nous, on est beaucoup plus frileux que ça. On se lance pas comme ça, la tête en avant sur des côtes, sur des pentes, surtout pas après une centaine de bornes. Donc, nous, ça ne nous convenait pas de continuer comme ça. Voilà. Après, les premiers, du coup, on était le cul par terre, on était plein de terre. Voilà, on passait, on s'asseyait toutes les 2 secondes. C'était vraiment. Bref, quelle histoire, quoi. Quelle histoire. J'aurais aimé avoir plus d'images pour vous les partager, mais malheureusement, sur cette fin de course, il y a évidemment très peu d'images, parce que quand on commence à penser à son intégrité physique et à l'intégrité physique de l'autre, on pense plus à sortir une caméra, je crois que c'est évident. J'ai quelques images tout de même, que je vous mets à l'écran là, et bientôt la vidéo pour plus d'infos. On a fait le tour sur la course? Ouais, on a fait le tour, oui, bon, grosso modo, ouais. Non, voilà. Je pense que là, moi j'étais animé sur ça parce que ça me revenait les images et je me suis dit, bon, franchement c'était quelque chose, quoi. On n'a pas parlé des points positifs quand même là, parce qu'on... Non, mais on n'a pas fini la vidéo. D'accord, ok. On va s'éterniser un petit peu, mais c'est pas grave. Okay. C'est pas grave, ça fait 4 jours qu'on doit la faire, autant prendre notre temps, quoi. Ok. Donc le nombre d'heures, du coup on s'est arrêté au bout de 30 heures, 31 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, 30 heures, je crois à peu près 30 heures, il y avait 35 heures de disponibles. Voilà. On s'arrête à 11 heures, ouais. On s'arrête à 11 heures et on a vu jusqu'à 15 heures pour terminer. Donc, voilà, quelque chose qui semble, en tout cas physiquement, je pense il n'y aurait pas eu toutes ces intempéries, il n'y aurait pas spécialement de difficultés sur ce qui restait, je pense. Donc non, vraiment, c'était pas, pour une fois, ouais. Un peu de respect pour nous-mêmes. C'était pas une question de barrière horaire, hein, cette fois-ci, c'était amplement finissable, entre guillemets. Bien que si on avait été plus rapide, on n'aurait pas vécu la pluie. Mais il aurait fallu être bien plus rapide. Ouais, et puis il aurait fallu savoir ça. C'est sûr que si on avait su qu'il y allait avoir un déluge, on serait un peu dépêché, je pense. Non, on savait qu'il allait pleuvoir, mais pas le déluge. Ouais, mais non, mais moi j'ai toujours espoir qu'il pleuve pas. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, c'était prévu quand même. On savait pas l'heure exacte, quoi. Non, c'est sûr. Ouais. Après, on pouvait pas prévoir la tempête. Mais bon, voilà. Ouais. Je m'attendais pas que ce soit aussi fort. Ah non, ça c'est clair. Bon. Ouais. Non, c'est bon, donc ça on a dit, ok. Parlons un petit peu de l'organisation. Oui, alors, on peut commencer par dire que le départ avait lieu à 4h du matin, le samedi. Donc c'est un départ assez éprouvant. On a passé une nuit, ouais. On fait 2-3 heures de nuit, ouais. Exactement. Bon, certes, on était quand même bien logés là, sur des lits de camp dans des petits bâtiments de colonies de vacances. Donc ça, c'était appréciable. Ouais. Que dire? Moi je trouvais que c'était au petit soin. En fait c'est une orga familiale. Ouais. Il y a un petit village installé dans la commune de Saint-Jean-du-Bruyel
C'est un petit village avec des tentes, avec une buvette, avec quelques partenaires qui sont venus animer en quelque sorte le village de course. Quelques speakers aussi qui avaient l'air vraiment très à l'aise et qui ont fait de bonnes animations. Il y avait la présence également de Émilie Lecomte. Merci Émilie Lecomte. Voilà. Il y avait vraiment une petite animation. Je trouve que sur une orga familiale, il est assez rare d'avoir autant d'ambiance sur un petit village de course. Donc vraiment, de ce côté-là, vraiment sympa. On a pu rencontrer les organisateurs qui sont des gens qui se dévouent vraiment à cette course en fait. Alors qu'ils ne sont pas du tout du milieu. Alors qu'ils ne sont pas du milieu de la course, ouais. Et pourtant ils se dévouent dans leur gars comme des vrais passionnés de trail en fait. Voilà, exactement. Et donc ça, ouais, vraiment impressionnant. Pour ce qui est des ravitaux, il y a toujours eu à bouffer. On était en fin de peloton, toujours eu à bouffer de tout. Donc pour ça, c'est quand même rare. En général, quand tu es en fin de peloton, tu trouves plus les choses. Tu trouves juste des restes, des trucs un petit peu à l'arrache. Là, il y avait toujours de tout. Ouais. Donc ça, vraiment très très bon point. Le balisage, il était excellent. Alors j'ai rarement vu un balisage aussi bien foutu. Donc des balises qui sont réfléchissantes. Donc quand on était à la frontale, pas de problème pour savoir où était la suite. Bon, pas 100% parfait, certes. Parce que je pense qu'il y a dû en avoir qui sont barrés avec le vent. Avec le vent, des choses comme ça. Pas 100% parfait, il y a eu quelques petits moments de doute, mais dans les grandes lignes, c'était vraiment excellent et la plupart des fanions étaient très rapprochés les uns des autres. Ouais. Donc ça, c'était là-dessus vraiment excellent. Que dire de plus sur l'orga ? Moi, j'ai franchement j'ai pas de reproches. Je trouve que c'était super bien foutu. Ouais, le choix du parcours a été top. Ouais, les bénévoles accueillants sur les points de ravito. Ouais. Franchement, on a pu dormir quand on voulait. Des lits de camp, voilà, des lits de camp régulièrement. Ouais, je pense qu'ils se préoccupaient d'alterner quand il y avait des bénévoles qui se reposaient. Ouais. Ils demandaient aux bénévoles de se réveiller pour laisser les coureurs dormir. Enfin, c'était vraiment bien. Ouais, donc ça de ce côté-là, vraiment bon niveau regard, vraiment des bénévoles très gentils, dévoués, etc. Pourtant les conditions pour eux aussi c'était pas facile. Bon, même s'il y avait des chauffages dans toutes les tentes, des choses pour chauffer les tentes, donc ils avaient sûrement pas trop froid, mais c'est vraiment ils se sont dévoués à la cause, quoi. Ils ont vraiment passé du temps, des heures dans ces tentes, aux petits soins des coureurs, etc., à nous réveiller éventuellement quand on s'était endormi. Enfin, c'était vraiment agréable, très très agréable. Voilà, le seul reproche que je vais avoir, et pas des moindres, c'était ce coup de la corde là, que j'ai trouvé extrêmement dangereux. Bon, ok, on n'était pas censé avoir une tempête, mais cette corde, je la trouvais trop light. Je me suis dit, mais pour les premiers, ça va bien se passer. Pour l'arrière du peloton, comme nous, ou comme les gens du 30 qui ne sont pas des experts, on va se péter la gueule avec des risques de blessures, sérieusement. Et moi, quand j'ai vu Carole, ça m'a encore plus amplifié le truc, et je me suis dit, mais c'est irresponsable pour le coup. Mais c'est vraiment ce truc de la corde ça m'a traumatisé, quoi, cette histoire. Sans compter que, imaginez le 30 km, donc ils étaient un peu plus regroupés, les coureurs, il y avait des embouteillages causés par cette corde, ouais. Ils étaient environ, 10 coureurs sur la corde. Ouais, on nous a rapporté c'est méga dangereux, ça. Enfin, je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. C'était une erreur. Ouais, c'était une erreur. Moi, je pense que c'était concrètement, c'était une erreur monumentale pour moi. Mais mis à part je vais pas l'appeler un détail, c'est pas un détail. Mis à part ce point, tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Ouais. On peut rebondir sur les points positifs du parcours. Ouais. Dont le fait qu'on a traversé 2 grottes, une sauvage qui s'appelle la baume de Saint-Firmin. On a eu du mal à le retenir. On ne sait pas ce que c'est qu'une baume. Mais c'est une grotte. Voilà, c'était une petite grotte sauvage, pas du tout aménagée. C'était un moment c'était atypique. Super. C'était la première fois qu'on fait une grotte dans un trail, c'était magnifique. Et ils nous ont mis une échelle avec des cordes, etc. Donc c'était facile d'y grimper. Je vous mets aussi quelques images, les amis. C'était vraiment dépaysant, ça donnait un côté aventure. On a pris notre temps dans ce passage, c'était vraiment quelque chose. On grimpait là sur les roches, on aurait dit des spéléologues, quoi. C'était marrant. Quoi. C'était génial. Vraiment, c'est... pour ça... Ouais, bon, un passage assez court. Oui, c'était court. Un quart d'heure à tout péter. Grand max.
Ouais, moins à traverser cette première grotte, qui Ouais. était quand même assez courte, mais vraiment agréable, ouais. Donc suivi par une seconde grotte qui s'appelle l'abîme de Bramabio, Voilà. qui était elle beaucoup moins sauvage, je crois, qui était carrément aménagée avec des rampes, des escaliers, je crois. Puis il y avait même des guides touristiques là, qui étaient là pour une famille de visiteurs. On a dû y passer peut-être 20 minutes. Ouais. Mais ça aussi, c'était extraordinaire. On a vu des cascades dans la grotte. Ouais. Non, Ah, ça c'était magnifique. Ouais. En fait, bien plus gigantesque que la première. C'est-à-dire que la première, il était facile les murs et le plafond étaient proches de nous en fait. Donc c'est une grotte à traverser, mais voilà, une petite grotte en quelque sorte, une grotte assez étroite. L'autre grotte, les amis, c'était le plafond, on pouvait pas le voir. Les fonds, on avait l'impression qu'ils étaient hyper loin. Enfin, c'était vraiment un endroit où voilà, enfin, on se dit. On sentait qu'il y avait du vécu, ouais. Ouais, il y avait même des traces de pattes de dinosaures, non? Ah oui, on n'a pas réussi à l'identifier, mais en tout cas, il y avait eu du passage du temps de la préhistoire, quoi. Donc c'est extraordinaire de passer par des endroits comme ceux-là et de se dire que de tels endroits sont aussi bien conservés, ça fait plaisir, quoi. Ils sont pas détériorés, il n'y a pas de tag, ça pue pas la pisse. Non, vraiment. Ça, c'est bien parce que t'es de Paris que tu dis ça. Peut-être, ouais, dès que je vois un endroit sombre, un tunnel, j'ai peur que ça pue la pisse et qu'il y ait des tags. C'est vrai, là, pour le coup, il y en a pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance à voir ça très souvent en région parisienne. Mais bon, magnifique ici. Hein. Franchement, superbe expérience. C'était quoi? C'était aux alentours du 20 et du 40, enfin, je vais pas vous dire de bêtises. 40, C'était quelque chose comme ça. Et les deux grottes, c'était plutôt vers le début de la course et du coup en plein jour. Ah, c'était les deux moments phares de la course. Ah ouais, indéniablement. Et au-delà de ces deux passages, moi j'ai également trouvé que le profil était hyper intéressant. Donc c'était un profil technique, ça y est pas à dire. C'est très technique par rapport à ce qu'on a pu faire. C'est moins technique qu'un UT4M, c'est vrai, c'est moins technique, c'est plus courable en quelque sorte. Mais il y a des passages qui ressemblaient beaucoup au 25 Boss à Fontainebleau par exemple, je trouvais. C'est beaucoup plus nature que... bon, je vais pas parler de l'éco-trail de Paris parce que bon là c'est vraiment trop simple par rapport au Pas du Diable. Non, c'est peut-être une des courses les plus techniques après l'UT4M, je pense. Oui. Après l'UT4M, peut-être un petit peu en dessous techniquement. Je sais pas, l'UTMB tu le mettrais où? À l'UTMB, je le mets moins technique. Tu l'avais moins technique? Ouais. D'accord, peut-être, ouais, je suis assez d'accord. Bon, l'UTMB, je pense pas qu'on se soit servi des mains, par exemple. Non, en effet. On escaladait des choses. Non, en effet, c'est vrai. Non, il n'y a pas eu d'échelle, de corde. Énormément de sous-bois, donc ça aussi c'était agréable pour les chevilles et pour les articulations. Donc pas toujours en train de taper, hein, clairement. Oui, quasiment pas de bitume en fait. Hein. Quasiment pas de bitume. Non, de temps en temps des petites traversées de route. Ouais, peut-être, je sais pas, même pas 5% de la course. Voilà, du bitume, beaucoup moins que ça, ouais. beaucoup moins que ça, ouais. Non, c'est très peu de bitume, beaucoup de chemin, non. Donc à la fois technique et à la fois vraiment agréable, le temps est passé vraiment vite pour moi, j'ai trouvé que les parcours, enfin les chemins étaient extrêmement variés, j'avais l'impression de ne pas voir deux fois le même chemin en fait. Et c'est assez impressionnant de se dire ça sur plus de 100 bornes, où on a régulièrement l'habitude de en gros tourner en rond sur les paysages et pas distinguer les paysages précédents des suivants et se sentir paumé et à pas avancer au même endroit. Mais là non, pas le cas du tout. Traverser ces forêts, ces rochers énormes, passer entre ces rochers énormes, faire ces montées avec des racines, des pierres, ces descentes racines-pierres également. Enfin vraiment c'était... J'ai trouvé que c'était extrêmement varié. De toute façon, vous le verrez sur les images, les amis, j'en mets quelques-unes à l'écran là, mais bien sûr, ce sera sur la vidéo de la course. C'était vraiment, pour moi, ce parcours, c'était du coup de cœur. Ouais. Puis les villages par lesquels on est passé, c'était trop mignon. Les petites maisons en pierre, moi j'ai trop aimé. Hein. Les villages de montagne, je trouve ça vraiment plein de charme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment... Moi, cette course aveyronnaise, vraiment, c'est une belle découverte et c'est un beau coup de cœur, vraiment, en ce qui me concerne. J'en ai pris plein les yeux comme il se devait, quoi, clairement. Ouais. Et évidemment. Plus que ce qu'on aurait pu s'attendre, je crois. Ah ouais, non, c'est clair. Puis les passages, moi, il y a des passages que je kiffe énormément. C'est quand on est tout seul sur des chemins, qu'on regarde tout autour, qu'on voit de la nature et les montagnes à perte de vue. Et ça également, on est servi avec ce genre de passage.
où on se sent minuscule devant le paysage, et ça également, et c'était très présent aussi sur cette course. Donc les paysages, moi, c'était de la bombe, en gros, de la bombe. Voilà. Suivant. Est-ce qu'on a quoi d'autre comme sujet? Ressenti, on en a parlé. Oui, donc c'est quoi le dernier point? Difficulté. Ah oui, alors du coup, moi j'aimerais bien parler rapidement de l'équipement, de la gestion du sommeil, de la gestion de l'alimentation. Ouais. Donc pour ce qui est de l'équipement, moi j'ai utilisé des Skechers Go Trail, aucun problème, impeccable. Chaussettes de France là, on va pas se refaire le coup de la chaussette, mais très bien passé, impeccable. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme équipement? Rien de plus, hein, rien de spécial sur celui-là en test. Donc les lunettes. Les lunettes, merci, heureusement que t'en parles. Donc les lunettes, là-dessus c'est la même chose, très très bien passé, ça tient en place, c'est impeccable, j'ai rien à dire. Il n'y a pas eu beaucoup de buée, à peine un petit peu au début et puis après ça a disparu. Oui, c'est ça, ça apparaissait beaucoup moins que sur une sortie qu'on avait fait au 25 Boss, la fontaine d'eau. Non, ça tient en place, ça bouge pas, moi c'est tout ce que j'attends de lunettes, de me permettre de mieux gérer le soleil, parce qu'en pleine journée, il a fait un soleil pas possible, c'était hyper lumineux, donc les lunettes m'ont vraiment bien aidé, ça tient en place, donc moi c'est tout ce que j'attends de lunettes. Et pour toi, t'as les verres de vue en fait. Donc... Moi j'avais les verres de vue, et très franchement, mais ça me change la vie. Moi qui vois, je me rends pas compte en fait que je vois flou, parce que le matin je me réveille, je porte pas de lunettes, donc je me rends pas compte. Mais dès que je porte ces lunettes, je vois tellement mieux, c'est tellement agréable. Je vois les choses avec précision, j'arrive à distinguer les feuilles, les brins d'herbe. Peut-être que pour vous ça a l'air normal, mais moi je pouvais pas faire ça avant là. Je crois qu'on peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas cette problématique en fait. Voilà. Ouais. Et même les couleurs, beaucoup de contraste. Non, vraiment, je suis fan quoi. Vraiment, je vais continuer à les porter. J'apprécie beaucoup. Alors, certes, du coup, je peux pas les porter tout le temps parce que en sous-bois ou alors même dans les grottes, si je les porte, je vois vraiment très sombre. Mais autrement, pour tous les passages avec de la luminosité, c'est vraiment trop agréable. Voilà. On sent que c'est très agréable. Du coup les amis, oui, ces lunettes c'est dans le cadre de notre partenariat avec Shamir. Donc Shamir c'est une marque qui fait des verres de vue adaptés au sport, sur des montures adaptées au sport. Donc on est partenaire de Shamir depuis peu et on vous fera un retour complet sur les lunettes d'ici très bientôt. Donc moi je n'ai pas de correction, je n'ai pas besoin de correction, donc j'ai juste des lunettes de soleil. Et pour Carole ce sont des lunettes de vue et depuis qu'elle m'en parle, ça a l'air d'être... mais dès que je les enfile, mais j'ai l'impression de vraiment passer du mode aveugle à en mode je vois tout quoi. C'est comme quelqu'un qui met ses lunettes quoi en gros. Ouais mais... Voilà. Ouais. Mais sur la course et sur le trail. C'est vrai que c'est dommage de passer à côté de certains paysages. C'est ça. Ok. J'ai déjà loupé des choses. T'as dû, oui, alors j'avais aussi donc les Innovate, la trail, qui s'appelle comment déjà les habituels, c'est que j'avais porté sur les Terraco UR9. Sinon le sac Red Light, c'est un Olmo 20 litres. Olmo 20 litres, exact, que je testais pour la première fois. Alors beaucoup mieux que le sac. C'était un Salomon, que je testais sur le... Ouais, beaucoup mieux. Alors, il tangue un petit peu au niveau des bidons. Vous savez, les sacs Red Light, il y a 2 gros bidons ici. Mais c'est probable que ce soit moi qui ai mal réglé aussi. Non, je pense pas. Je pense que le gabarit, en fait, là, celui-ci, c'est un problème peut-être sur ces sacs Red Light, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive au bout du serrage, et quand on a un petit corps comme une petite femme, comme Carole, en fait, au bout des serrages, il n'y a plus de marge, quoi. Et du coup, on reste avec un truc qui ballotte. Sur moi, c'est parfait, parce qu'au bout d'un moment, les réglages, ça me colle à la peau, mais sur Carole, même au bout des réglages, on n'arrive pas, ça colle pas, quoi. Malheureusement. Et ce sac, ce modèle en particulier, il n'y avait pas de modèle adapté aux femmes, donc en fait, c'est un modèle unique, et les serrages ont leurs limites. Donc c'était beaucoup mieux, tu l'as beaucoup mieux vécu, j'ai l'impression. Oui, l'UTMB c'était n'importe quoi. Ça bougeait trop. Ton autre sac Quechua, ça faisait des balancements horizontaux. Voilà, c'était beaucoup mieux, mais il y a encore, ce bout de serrage qui manque. Mais du coup, différence poche au bidon, comment t'as... Mais c'est beaucoup plus pratique les bidons.
C'est- tu c'est, dis ça, bah, je découvre les bidons. Bah oui, je découvre les bidons. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah non, mais c'est galère les poches à eau en fait, de les recharger à chaque ravito. Là, c'est hyper simple, t'es pas obligé de retirer ton sac, ton bidon, tu l'ouvres super vite. En plus, moi j'avais les bidons Red Light qui sont c'est hyper simple pour boire dedans. Oui, bah c'est la paille, avec la paille. Ouais, t'as juste à pincer un tout petit peu et c'est bon, tu bois. En plus, bon, le seul inconvénient c'est que l'eau risque d'être plus fraîche que celle qui est dans la poche à eau. Mhm. Mais sinon, non, c'est une facilité d'accès. Non, vraiment, Et du coup, bah, moi, l'appréhension sur les bidons, moi, je suis habitué. Mais pour toi, ça fait le bidon, dès qu'il est un petit peu consommé, ça fait floc-floc. Je sais pas, ça m'a pas gêné. Ça t'a pas gêné? En plus, je faisais que boire mon bidon Red Light. Donc, t'avais un bidon qui était presque vide et l'autre qui était quasiment tout le temps rempli. Et ça me gênait pas du tout au niveau de l'équilibre. Non, vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Ouais. Ok, donc maintenant tu utiliseras des bidons plutôt qu'une poche à eau. C'est fini la poche à eau. Ouais. C'est fini la poche à eau, d'accord. Pour moi aussi, ça fait un petit peu longtemps que c'est fini la poche à eau parce que bon, je trouve que c'est extrêmement galère à recharger, surtout sur Ultra quand c'est long. Faut coulisser, faut enlever le sac, sortir la poche, coulisser le bidule, ouvrir la poche, faire couler l'eau. C'est des gestes qu'on veut s'épargner en Ultra, à mon sens. Et puis t'as l'eau qui part dans tous les sens, qui rentre dans le sac aussi parce que. Avec la précipitation, tu fermes mal ou tu mets trop d'eau et du coup ça déborde. Enfin, ouais. Non, c'est clair. Puis pareil pour ceux qui mettent de l'énergisant là, dans les bidons. Un bidon ouvert, toujours le même diamètre d'ouverture, mettre de l'énergisant, ça va super vite. Dans une poche à eau, c'est une misère. Dans des flasques, j'en parle même pas. Enfin, en gros, nous, on est, enfin les bidons, là, j'ai l'impression que du coup, on est en phase sur le fait que pour nous, ce sera des bidons maintenant. Voilà. On est bien pour l'équipement là. Voilà. C'est ça. On parle pas trop du ravito, non? Bon, les nôtres, tu veux dire les ravitaux perso? Ouais, ce qu'il y avait sur place, mais on n'en a pas parlé. C'est vrai, on n'a pas parlé de ce qu'il y avait sur place. Alors sur place, il y avait quasiment à chaque fois des pâtes à l'huile, ouf. À partir peut-être du 40e kilomètre, je crois. Ouais. Alors pourquoi l'huile ouf, parce que le beurre, c'est pas pour nous, les amis, juste pour ceux qui n'auront pas compris, quoi. Parce que le beurre est dérivé du lait, et le lait de vache, nous n'en buvons plus. Voilà. Il y avait des petits pains, mais trop bons. Ah ouais, les petits pains, les petits pains, là c'était une joie de les trouver ces petits pains. Ouais. Alors il y a un boulanger là-bas près de Millau, là, qui est aussi sur les 100 km de Millau. Oui, c'est le même. C'est le même. Il te fait, les amis, il te fait des petits pains avec des abricots secs, avec des figues, avec des noisettes, des amandes entières. Et tout, mais entières. Mais en plus, tu sais, il en met plein. C'est pas genre le crevard, il t'en met un par pain, une noisette par pain. Le gars, la générosité, tu vois. Et ça, franchement, c'était un kiff, ces petits pains. Ah, c'était trop stylé. Mais ouais, j'en rêvais, quoi, la nuit d'avant. Je me disais, mais j'espère qu'il va y avoir des petits pains sur la course. Il y en avait. C'est vrai, c'est vrai. Alors ouais, du chocolat noir chocolat Lindt, là. Ouais, du chocolat noir Lindt, ça c'est vraiment cool. Ouais. Des fruits, alors les bananes pas toujours mûres, mais bon, peu importe. Les oranges toujours, les raisins secs, il y a même des cacahuètes pralinées, vous savez, des petits trucs sucrés là. Bon après plein de trucs qu'on bouffait pas, du halouf partout, des saucissons, des je sais pas quoi, et des fromages, ça il y en avait partout. Ouais. Sinon, nos ravitaux perso. Oui, bah oui, nos bars. Alors nos bars crus. Ouais, qui était très très bonne. Hein. Très belle réussite. Vraiment, ouais. La made good, on s'en est empiffré quoi. Non, ça c'était vraiment bon. Il y a le goût cerise et le goût orange, ça donne vraiment, en plus des graines. Donc les graines c'est de la noisette, je crois de la cacahuète, de l'amande et des graines de tournesol, je crois. Et donc le fruit sec, il vient vraiment apporter, le fruit sec, la cerise, l'orange, ça vient vraiment apporter un goût fruité. C'était très très agréable. Très agréable à manger comme bar. On s'en est pas lassé, malgré le fait qu'on en ait consommé une vingtaine. À deux, ça a dû faire une vingtaine. Plus, et sinon, Wari, notre grand copain, qui est venu nous supporter pendant la course, avait ramené du ravitaillement avec lui. Ouais, il nous a apporté des chocolats. Du chocolat vegan. Des chocolats vegan en plus, pas n'importe lesquels. Ah ouais, et du lait de soja. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous avait rapporté d'autre? Je sais plus, mais c'était ce qui m'a marqué. Lait de soja et chocolat. Et surtout, Wari, mais vraiment un énorme merci, mec. Oui, franchement, bien plus que le ravito. Il est énorme ce Wari, les amis. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui feront 250 km? Non, aucun rapport, hors sujet. Qui feront 2h30 de route, c'est pas en kilomètres, c'est en 2h30 de route, pour venir te voir au départ et te supporter pendant une course. Tu en connais beaucoup des comme ça?
Parce que moi j'en connais zéro en fait, à part Wari. Donc franchement Wari, tu déchires. Tu déchires, c'était de la Merci balle. beaucoup, ouais. De te voir au départ, de te voir pendant la course, c'était un grand kiff. Voilà, un grand kiff. Et tout ça les amis, voilà, merci vraiment de nous suivre sur internet au travers de ces vidéos. Et voilà, de nous apporter comme ça votre soutien. On fait des rencontres qui sont magnifiques. Vraiment Wari, mais moi ça je l'oublierai jamais quoi. Ouais, moi non plus. C'est juste dingue quoi. Voilà. C'était la parenthèse Wari. Voilà. Donc les ravitaux, je pense qu'on a fait le tour. Les pâtes, il y avait de l'énergisant de temps en temps, des poudres et tout, mais bon, il y a du lait dedans qu'on n'a pas pris. Voilà, donc on a tourné aux fruits frais avec nos bars, on a tourné avec de l'eau, beaucoup d'eau principalement, c'est ce qu'on a bu, on a bu quasiment que de l'eau. Ouais. J'arrête le coca maintenant, donc plus de coca. Il y avait du café, du thé aussi, du chaud et de la soupe, hein, tous les ravitaux, mais la soupe pareil, il y avait du lait dedans, donc on l'a pas bouffé. Voilà, mais voilà, on a tourné à l'eau, fruits frais, fruits secs, petits pains, nos bars, et ça suffit. Ouais. Voilà, et le lait de soja ponctuellement sur le ravito. Autre chose à rajouter, la gestion du sommeil. Je pense que c'est quand même important ça. Oui. Et je crois que ça va être le dernier point du coup. Alors, on a dormi en tout pour tout 1 heure sur la course. Alors, une fois 1/4 d'heure et la deuxième fois 3/4 d'heure. Alors, moi j'avais l'impression de pas du tout manquer de sommeil jusqu'à ce qu'arrive la deuxième nuit. Deuxième nuit, on peut l'appeler comme ça? Bah ouais, sachant que le matin c'était un bout de nuit. Ouais. Ouais, le matin à 4 heures on a eu un bout de nuit. Bon, la nuit du samedi au dimanche, où j'ai eu un gros coup de fatigue. Et puis on commençait à venir les hallucinations. Et ça faisait depuis l'UTMB que j'en avais pas eu. Et ça n'arrêtait pas, les hallucinations. C'était quand même quelque chose de très dur à vivre. Hein. Je rêvais de ravitaillement en fait. Donc dès que je voyais une pierre, ça devenait une maison pour ravitaillement. Dès que je voyais des petites monticules de cailloux, ça devenait des personnes, des voitures. Enfin, vraiment, mon esprit partait en cacahuète complet. Hein. Ouais, mais ça les amis, je pense que la majorité d'entre vous n'ont jamais vécu les hallucinations. Personnellement, je les ai vécues qu'une seule fois sur l'UTMB. Je les ai pas revécues sur le pas du diable. C'est incroyable à quel point le cerveau, lorsqu'il est en manque de sommeil, commence à partir en vrille, faire n'importe quoi, générer des bruits parasites, générer des images parasites. C'est incroyable à vivre, vraiment. C'est dingue ça. Ah ouais. Puis qu'est-ce que c'était réaliste quoi. Mais oui, non mais c'est assez fou. Enfin, c'est incroyable. Et ça du coup, c'est les risques entre guillemets de l'ultra, puisque voilà, l'ultra ne nous permet pas de dormir suffisamment à partir d'un certain nombre d'heures. Et donc voilà, ça fait partie des risques. Ça est un énorme risque pour moi que j'ai réussi par chance à éviter, mon corps a bien voulu me l'éviter, c'est les coups de barre pendant que je suis sur la course. Parce que ça m'est arrivé sur l'UTMB, il y a des passages, je m'en rappelle même plus, je dormais en marchant. Je dormais, et ça c'est super dangereux. Mais là, j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas, donc j'ai eu quelques coups de barre, mais vraiment facilement surmontables, et pas de grosse fatigue du coup. Certainement dû aussi au fait qu'on a bien réparti les siestes. Oui, toi tu t'en es bien sorti du coup. Voilà. Donc la gestion du sommeil, les amis, je pense que si on devait conclure sur ce sujet, il faut se connaître. Et même quand on se connaît, il y aura une part d'imprévisible. Je vous suggère de trouver un produit naturel ou chimique ou de la drogue ou j'en sais rien, un truc que vous aurez testé à l'entraînement qui vous permet d'être sûr à 90% si possible qu'en le consommant, vous allez avoir un regain d'énergie. C'est essentiel, parce que de temps en temps, si jamais il vous arrive d'être pile entre deux ravitaux, avec 2 heures de plus à faire et qu'il y a un gros coup de barre dans votre tête, là il vous faut quelque chose au moins pour aller au ravito suivant et vous reposer au ravito suivant. Je pense que ça c'est essentiel quand on est sur de l'ultra très long. Voilà, parce que ça peut être vraiment, vraiment dangereux en gros de se retrouver à dormir comme ça en plein milieu de ravito avec personne. Bon, après il faut le portable et le numéro du PC course, mais quand on est en montagne ça capte pas toujours. Il suffit qu'il pleuve, il suffit qu'il y ait du vent ou n'importe quoi et qu'il n'y ait plus personne sur la course et voilà, et un accident c'est vite arrivé. Donc quelque chose pour vraiment se rebooster, je pense que c'est assez essentiel d'en avoir. Je dis ça, mais nous on n'en avait pas. Mais on est deux. Donc nous, on n'avait pas deux. On n'avait pas quelque chose pour se réveiller, quoi. Mais on est deux. Ah oui, non, oui, donc, voilà. Comme on est deux, voilà, il y a moins de risques. Mais si vous êtes seul, vraiment, ça, je pense que c'est essentiel. La gestion du sommeil, il faut l'éprouver, si possible, à l'entraînement. Il faut, j'en sais rien, faire une journée de travail, ne pas dormir, j'en sais rien, vendredi, aller bosser vendredi,
dormez pas, et samedi faites-vous une sortie à 3h du mat et courez 4 heures. Alors ça va tester où, il faut que vous testiez comment vous êtes capable de courir avec une fatigue forte, si jamais vous voulez vous mesurer un ultra. Quoi. Et puis dormez bien aussi la veille, hein, parce que nous on n'avait pas très bien, on n'avait pas beaucoup dormi, donc ça c'est aussi très important. Ouais, lésiner Autant pas pas sur le rogner sommeil sur la veille. la nuit d'avant. Ouais. C'est ça. Quand vous savez que ça va être très très long, voilà, il faut ne pas rogner sur la nuit d'avant. Il faut vraiment arriver avec Chose un qu'on bon fait niveau de jamais. sommeil. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche que ce sont de bons conseils, je pense. Oui. On a fait le tour ? Je crois oui. On a fait le tour. On a réussi à faire cette vidéo, les amis. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Je suis content de tout ce qu'on a pu partager avec vous au cours de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, hein, j'en conviens. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour ce qui est de la vidéo de la course elle-même, je ne vous cache pas que ça va me mettre 10 000 ans pour la monter. Donc je ferai aussi rapidement que possible. Je pense que je vous ferai un teaser d'ici pas très longtemps. Et puis le montage, je vais y mettre. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez long, quelque chose qui va bien vous montrer ce qu'on a vécu, vous donner envie de faire la course. Parce que clairement, je vous la recommande. Je pense que toi aussi. Oui, moi aussi, oui. Et puis je pense qu'on va se quitter sur ces mots-là, si tu n'as rien à rajouter, Carole. Encore merci à Wari. Bah ouais, ça c'est effectivement, ça c'est quand même. On ne le dira pas assez, Wari, mais merci beaucoup. Vraiment, ça nous a trop touchés. Non, c'est clair. C'est clair. On fait quand même des gros bisous aussi à Ben, qui a couru avec nous. Ben, notre ami de l'association Courir pour Marie, qui s'est frotté à cet ultra avec nous et qui malheureusement n'a pas pu terminer non plus. Grosse fatigue, difficulté au niveau des pieds, etc. Donc un gros bisou à toi, Ben, et ce sera un plaisir de revivre des aventures avec toi prochainement. Sur l'ultramarin. L'ultramarin notamment, ouais. Voilà. Ben, un de nos potes tarés qui nous permet de vivre des trucs de dingue avec lui comme ça. Un bisou également à Christine et à Sylvain, parce que voilà, quand même, avoir eu le courage de se lancer sur ça, c'est quand même aussi quelque chose, je crois que ça se salue. Voilà. Ouais. Et Rafion aussi. Oui, Rafion, c'est un guerrier. Rafion, juste pour la petite anecdote, hein. Rafion, il a quitté son boulot, il a quitté Paris vendredi à 20h. Il est arrivé samedi matin à 4h moins le quart, départ de la course à 4h, donc évidemment il a fallu qu'il se prépare et qu'il retire son dossard. Le gars il est parti 45 minutes en retard, il est arrivé probablement largement avant nous. Mais ce gars c'est une machine, le gars il a peur de rien, le sommeil il s'en fout, il court super vite, le stress il te le gère comme il veut, enfin, c'est le Rafion, mon mec, mais franchement t'es une machine de guerre mon pote. Ouais, on est admiratif. Hein. Mais on a trouvé notre maître. Ah mais ouais, puis Rafion quand il court, vous le verrez les amis, le gars il court comme ça, comme une machine. Ça. Ouais. Le gars t'as l'impression, tu le remontes comme ça, et puis le truc il part. Oui. Trop fort. Il part sur ressort, hein, franchement énorme. Voilà, on n'avait pas de bâton. Pourquoi je dis ça maintenant, j'en sais rien, mais je tenais à le dire. Je pensais qu'il y avait énormément de bâtons sur la course, nous on n'a toujours pas de bâton. Non, mais non, on n'aura jamais, non. Jamais, je sais pas, je vais me dire jamais, mais. Moi j'aimerais bien me dire jamais. D'accord, dis jamais. Bon, toujours pas de bâton, les amis, toujours pas convaincu par ça. Voilà, visiblement pour l'instant on s'en sort sans et il y a toujours beaucoup de gens qu'on a l'impression qu'ils manipulent pas spécialement bien les bâtons. Ouais. Voilà, on a frôlé des bâtons qui ont frôlé nos têtes encore une fois et ça c'est jamais très agréable. Voilà, je voulais pas faire cette parenthèse bâton, je voulais juste terminer avec à saluer nos amis et puis vous dire au revoir les amis. Voilà. On est bon ? Oui, on est bon. Les amis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, enfin ce week-end il n'y a rien, il faut aller voter je crois. Et le week-end d'après, No Finish Line. On va essayer de faire un 24 heures du samedi au dimanche. C'est ça. Bon, c'est un 24 heures qu'on va s'organiser nous-mêmes. Voilà, dans la course elle-même, voilà, on va courir 24 heures. Ouais. Et au milieu de ce 24 heures, on va aller voir nos amis d'Humanis, qui, rappelons-le, nous faisons du running solidaire avec Humanis. 1 € égale 1 km, nous courrons à leur couleur à la No Finish Line. N'hésitez pas à passer nous voir, c'est autour du Champ de Mars. Ouais, faire un petit tour avec nous. Faire un petit tour avec nous, discuter, faire des selfies, des blagues, etc. Voilà, ce serait un bon délire quoi. Les amis, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On fait des gros bisous et à kiffer la vie. Ciao. Ciao. Ouais.
C'est quoi c'est... Waouh, boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Pchit. Ah oui, pchit, Ouais. c'est vrai. À la fin, le kiff et la vie, ça manquait de conviction. Il y a quand même 50 minutes d'enregistrement. Oh là là. On va en perdre des gens. C'est pas grave, les vrais resteront. Ça, c'est de l'intro. Là, Bah, ça, c'était là, on était direct. clair, net et Là, on était direct. On y va. Put your hands up in the air. Hello les amis, nous sommes non. Hello les amis. Non, on reprend. Ça y est, là on est parti. On est parti? Oui. Ok. Moi je me concentre là.